Le son cristallin des billets de banque qu'on comptait a brisé le silence lourd de la cabane isolée. Et inconnu. Je m'appelle Valérie, une jeune fille de 17 ans qui venait de voir son propre père la troquer. Je suis resté complètement figé sur le plancher en bois froid tandis qu'une épaisse liasse d'argent changeait de main juste sous mes yeux. Mon père, ainsi que ma belle-mère, ont tourné les talons immédiatement après cet échange brutal pour sortir par la porte sans offrir la moindre explication. Le lourd moteur de leur voiture a rugi avant de s'évanouir dans la forêt noire, me laissant entièrement seul avec un parfait étranger. L'homme a ramassé les billets sur la table avec un détachement glacial dans le regard avant de tourner son attention vers moi. Son regard calculateur m'a balayé brièvement avant de s'arrêter brusquement lorsqu'un éclat métallique a attiré son attention. Il renifle, il s'approcha avec une urgence soudaine pour fixer directement le médaillon boussolant, or reposant contre ma clavicule. Sa respiration passa d'une allure régulière à une irrégularité marquée tandis que son indifférence précédente fondait en une tension pure. Il fixa le bijou pendant de longues secondes angoissantes avant de chuchoter une question qui me glça le sang. « Quel est le nom de ta mère ?» Cette question silencieuse a instantanément brisé la pièce suffocante tout en déclenchant la prise de conscience terrifiante que ma famille cachait un secret massif. J'étais censé hériter d'un important fonds en fiducie le mois prochain. Mais mes parents avaient clairement décidé de m'effacer de l'existence à la place. Si vous avez déjà ressenti la trahison des personnes même qui étaient censées vous protéger, vous devez écouter la suite de mon histoire. Appuyez sur le bouton s'abonner dès maintenant pour vous joindre à moi alors que je mets au jour la plus sombre tromperie financière que ma famille ait jamais commise. L'odeur persistante du café fraîchement infusé s'est imprégnée dans les sièges en cuir tout en se mêlant à une atmosphère suffocante qui annonçait un voyage terrible dès le début de la matinée. Mon père Richard ainsi que ma belle-mère Brenda m'ont pratiquement forcé à monter à l'arrière de notre voiture pour quitter notre maison confortable de Columbus, dans l'Ohio. Ils ont froidement affirmé que nous nous rendions dans un programme de traitement psychiatrique hospitalier obligatoire qui avait prétendument été recommandé par notre médecin de famille pour un mineur en difficulté de moins de 18 ans. La tension à l'intérieur du véhicule semblait assez épaisse pour qu'on puisse s'étouffer pendant que je fixais la fenêtre en essayant de comprendre leur décision soudaine et drastique. Nous n'avions jamais discuté de problèmes de comportement avant ce matin-là. Mais Richard a insisté sur le fait que mon calme récent nécessitait une intervention professionnelle immédiate. J'ai essayé de poser des questions sur le nom ou l'emplacement de la clinique. Mais ils ont simplement ignoré mes demandes. Le premier drapeau rouge flagrant est apparu avant même que nous n'atteignions la limite de notre quartier lorsque Richard a appuyé sur le bouton du système de verrouillage central. Un déclic lourd a résonné à l'intérieur pour signifier que j'étais maintenant complètement piégé à l'intérieur du véhicule en mouvement sans aucune issue de secours. J'ai envisagé de donner un coup de pied dans la vitre. Mais le regard menaçant que Richard m'a lancé à travers le reflet a réduit au silence cette pensée. Rebelle immédiatement. Brenda a ensuite tendu maladroitement la main par-dessus la console centrale pour fouiller agressivement dans mon sac à dos jusqu'à ce que ses doigts s'emparent de mon téléphone portable. Elle a confisqué l'appareil immédiatement tout en marmonnant une excuse creuse sur le besoin de détoxifier complètement mon esprit des distractions numériques avant que le traitement ne commence. Officiellement. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, regardant ma seule bouée de sauvetage vers le monde extérieur disparaître définitivement dans les profondeurs sombres de son sac à main de créateur coûteux. Mon anxiété interne s'est transformée en pure panique plusieurs heures plus tard lorsque j'ai réalisé que notre itinéraire de conduite s'écartait complètement de tout chemin logique vers un établissement médical légitime. Richard a fait un écart brusque hors de l'autoroute animée pour emprunter une bretelle non marquée, menant vers les territoires isolés du Nord. L'asphalte lisse a fini par céder la place à un chemin de terre profondément ruteux qui serpentait dans la forêt nationale isolée de Iowa, située au plus profond du Michigan. Les grands pins ont englouti la lumière du jour qui s'estompait tandis que le lourd véhicule rebondissait violemment sur le terrain rocheux et inégal.
La chute soudaine de la température extérieure reflétait la prise de conscience glaçante qui s'installait dans mes os alors que nous nous éloignions de la civilisation. Je savais instantanément qu'aucune clinique médicale réputée ou médecin légitime ne serait jamais située aussi loin du réseau dans une nature aussi inaccessible. Mes doigts tremblants griffaient désespérément la poignée de porte en plastique. Mais les verrous de sécurité pour enfants engagés tenaient bon contre mes tractions frénétiques. Je les supplie de me dire notre vraie destination. Tout en luttant contre la terreur croissante qui serrait rapidement ma poitrine. Richard a maintenu un silence terrifiant de calme tout en gardant les yeux fixés fermement sur la route sombre devant lui, comme si je n'existais même pas sur le siège arrière. Le battement rythmé des pneus sur les branches brisées fournissait le seul son à l'intérieur de la cabine douloureusement silencieuse. Brenda a passé tout le trajet angoissant à taper de longs messages textes sur son téléphone avec la luminosité de l'écran intentionnellement baissée pour cacher le contenu. Elle levait occasionnellement la tête pour me lancer des regards froids à travers le rétroviseur. Sans jamais offrir un seul mot rassurant. L'absence absolue d'empathie émanant de mes deux tuteurs a confirmé mes pires craintes que ce voyage épuisant n'était jamais vraiment destiné à recevoir un traitement médical approprié. Le moteur de la voiture s'est finalement immobilisé peu après minuit lorsque nous nous sommes garés devant une cabine en bois délabrée complètement dépourvue de toute signalisation officielle. La structure semblait entièrement abandonnée, à l'exception d'une seule ampoule faible brillant à travers une vitre sale. Richard est sorti dans l'air glacial de la nuit avant d'ouvrir la porte de ma voiture avec une force terrifiante. Il m'a attrapé le bras avec rudesse pour m'extraire du siège arrière tout en ignorant complètement mes supplications de rester à l'intérieur du véhicule. Mes baskets traînaient sur le gravier rugueux tandis que j'essayais de résister à sa prise écrasante. En vain. Il m'a poussé violemment vers l'avant sur les marches en bois pourries vers la lourde porte d'entrée pour assurer mon obéissance. Cette poussée brutale m'a forcé directement dans la pièce faiblement éclairée pour faire face à l'étranger qui attendait déjà à la table en bois pour récupérer son argent promis. Il était exactement 2 heures du matin lorsque le verrou de la lourde porte en fer a fait un clic sec. Pour signaler officiellement la transaction clandestine achevée entre mon père et l'étranger. L'individu terrifiant se tenait de l'autre bout de la pièce faiblement éclairée, se présentant simplement sous le nom de Vance tout en tenant une épaisse bobine de corde rugueuse dans ses mains calleuses. Il gérait explicitement cette installation de détention illégale conçue spécifiquement pour piéger indéfiniment des individus indésirables qui portaient beaucoup trop de poids financier pour leur propre famille corrompue. Il s'avança vers moi avec un objectif terrifiant, ayant manifestement l'intention de retenir de force mes poignets sur une chaise en bois. Selon l'arrangement pervers qu'il venait de finaliser avec Richard quelques instants plus tôt. Son élan agressif vers l'avant s'est complètement évaporé à la seconde exacte où son regard calculateur s'est fixé sur le pendentif boussole en or visiblement posé contre ma clavicule nue. Il a brusquement lâché la lourde corde sur la table en bois avec un bruit sourd avant de reculer. Comme s'il avait été frappé physiquement par une force invisible. Il a immédiatement commencé à m'interroger avec une intensité frénétique, exigeant des détails historiques spécifiques concernant une femme nommée Hélène pour confirmer absolument ma véritable identité biologique. Ma voix a tremblé légèrement en répondant à ces questions rapides pour vérifier qu'elle était bien ma mère qui avait disparu de ma vie il y a plus d'une décennie dans des circonstances hautement suspectes. J'ai vu ses expressions faciales durcies changer complètement alors que la terrifiante vérité concernant ma véritable filiation s'enregistrait enfin dans son esprit. Valérie, si tu es vraiment la fille d'Aileen, alors les gens qui viennent de franchir cette porte ont signé ton arrêt de mort. Vance a avoué calmement qu'il devait une dette de vie incroyablement massive à ma mère biologique, découlant d'une situation hautement dangereuse qu'ils avaient surmontée ensemble de nombreuses années auparavant dans le passé. Il a plongé profondément à l'intérieur de sa veste en cuir usé pour en ressortir un épais dossier. En manie avant de le lancer violemment à travers la pièce pour atterrir directement devant mes mains tremblantes. Les papiers froissés qui s'en échappaient contenaient des évaluations médicales hautement fabriquées,
portant la signature de Richard détaillant mes prétendus épisodes psychiatriques violents qui n'avaient en réalité jamais eu lieu. Il a pointé un doigt rude vers un document juridique spécifique enfoui dans la pile désordonnée pour mettre en évidence un formulaire d'admission psychiatrique lourdement falsifié exigeant mon engagement involontaire immédiat. Vance a expliqué que Richard lui avait payé une somme d'argent exorbitante pour me garder enfermé dans cette cabane isolée sans aucun accès au monde extérieur jusqu'à ce que mon esprit finisse par briser. L'objectif sinistre derrière mon enlèvement inattendu est soudainement devenu on ne peut plus clair. Alors que mes yeux paniqués parcouraient les évaluations psychologiques frauduleuses remplies de mensonges flagrants sur ma stabilité mentale. Richard avait l'intention d'utiliser mon isolement forcé au sein de cette installation illégale pour prouver légalement à un juge de l'État compatissant dans l'Ohio que j'étais dangereusement hors de contrôle. Obtenir une curatelle médicale à vie en utilisant ces faux dossiers soigneusement fabriqués accorderait à mon père un accès absolu et sans contrôle au massif fonds en fiducie dont j'étais censé hériter le mois prochain à ma majorité. Je n'ai pas besoin de cet argent plus que j'ai besoin de rembourser une vieille dette. Alors prends ses clés et roule tout droit vers l'est. Vance a complètement abandonné son contrat financier lucratif avec ma famille corrompue pour honorer fermement son loyalisme historique envers ma mère disparue. Au lieu de mener à bien son emprisonnement cruel, il a glissé une série de clés rouillées appartenant à une vieille camionnette cabossée garée en toute sécurité derrière la cabane isolée sur la surface en bois avec une petite pile de billets de $50. Il m'a poussé d'urgence vers la sortie arrière étroite tout en insistant agressivement sur le fait que je devais démarrer le véhicule pour échapper aux denses forêts du Michigan avant que le soleil ne commence à se lever au-dessus de la cime des arbres. Vance m'a strictement averti d'éviter les principales autoroutes inter-États parce que Richard alerterait sans aucun doute les autorités locales avec ses faux documents médicaux pour me traquer. La vague massive d'adrénaline qui parcourait mes veines a forcé mes jambes figées à bouger enfin. Tandis que je serrais fermement les clés en métal pour commencer mon voyage désespéré vers la liberté. À 7 heures du matin le lendemain, la camionnette cabossée a enfin franchi la frontière de l'État de Pennsylvanie. Mes mains agrippaient le volant usé si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches. Sous la lumière pâle du matin brillant à travers le pare-brise fissuré, je n'arrêtais pas d'alterner entre les voies de l'autoroute pour briser de force la ligne de vue de tous les phares suspects qui suivaient de trop près mon pare-chocs arrière. L'objectif principal était de maintenir une distance maximale par rapport à tous les points de contrôle de la circulation fédérale officielle qui pourraient posséder la capacité de scanner les plaques d'immatriculation non enregistrées attachées à ce véhicule rouillé. J'ai brusquement quitté la route principale pour me garer dans une station-service désolée en m'assurant absolument de garer le camion loin des caméras de surveillance aérienne surveillant les pompes à essence. J'ai rapidement remis au caissier fatigué plusieurs billets froissés de la pile d'argent que Vance m'avait donné pour payer un réservoir plein sans laisser d'empreinte numérique de carte de crédit traçable. J'ai couru tout droit vers un téléphone public rouillé dressé près du bord du parking vide tout en scannant constamment la zone environnante à la recherche de véhicules des forces de l'ordre en approche. Mes doigts tremblants ont composé le numéro familier appartenant à ma meilleure amie tout en priant désespérément pour qu'elle réponde à son téléphone portable avant que je ne sois à court de pièces. Chloé, je suis en sécurité, mais je ne peux pas expliquer maintenant. Tu dois chercher les registres immobiliers pour quelqu'un nommé Eileen à Boston pour moi. Tout de suite. J'ai parlé rapidement dans le récepteur pour l'empêcher de poser des questions inutiles. Je l'ai entendu halter bruyamment à l'autre bout de la ligne avant que le cliquetis rapide de son clavier mécanique ne remplisse complètement le bref silence entre nous. Chloé il renifle à utiliser ses compétences informatiques avancées pour contourner rapidement les restrictions de recherche standard tout en accédant à des réseaux de données fiscales municipales spécialisés pour localiser l'endroit exact de ma mère biologique. Elle a rapidement lu l'adresse résidentielle actuelle à haute voix pour que je puisse la mémoriser, tout en établissant simultanément un dossier de stockage en nuage crypté hautement sécurisé conçu
Spécifiquement pour recevoir toutes les preuves de sauvegarde que je pourrais rassembler contre mon père plus tard. J'ai envoyé l'adresse cryptée directement sur ta messagerie vocale sécurisée. Alors s'il te plaît, fais attention parce que ton père vient de signaler à la police locale que tu t'es enfui de chez toi, a averti Chloé d'une voix sensiblement tremblante. J'ai claqué le lourd combiné en plastique sur le crochet en métal pour couper la connexion. Définitivement avant de déchirer le petit morceau de papier contenant l'adresse pour jeter les preuves dans une poubelle voisine. Je me suis précipité vers la camionnette au ralenti pour claquer la lourde porte avant de fusionner agressivement de nouveau sur l'autoroute animée menant plus loin à l'est vers le Massachusetts. La radio du tableau de bord fissuré a soudainement émis une rafale de parasites lourds avant qu'un radiodiffuseur d'information locale ne commence à détailler une alerte urgente pour mineurs disparus, provenant directement de Columbus, dans l'Ohio. Entendre ma description physique exacte diffusée clairement sur les ondes publiques a instantanément multiplié la pression suffocante serrant ma poitrine alors que la dure réalité de mon statut de fugitif s'installait complètement. La situation terrifiante a dégénéré radicalement lorsqu'un véhicule de patrouille de la police d'État s'est soudainement inséré sur l'autoroute pour rouler parfaitement en parallèle le long de mon véhicule qui grinçait. Mon cœur battait violemment contre mes côtes tandis que je baissais délibérément mon visage derrière l'ombre du pare-soleil pour masquer mon identité à l'officier en uniforme assis à quelques mètres. J'ai verrouillé mon pied droit rigidement contre la pédale d'accélérateur pour maintenir une vitesse absolument constante sans afficher de réaction de panique soudaine qui pourrait l'inciter à initier un contrôle routier. Les secondes angoissantes se sont étirées en ce qui semblait être des heures tandis que le policier roulait juste à côté de moi, examinant la circulation matinale environnante affluant vers les limites de la ville. J'ai retenu mon souffle entièrement jusqu'à ce que la barre de feu clignotant accélère enfin pour prendre la bretelle de sortie d'autoroute suivante pour me laisser seul continuer mon voyage désespéré vers la côte est. Les ombres de l'après-midi tardif s'étiraient sur le pavé fissuré le troisième jour de ma fuite. Épuisante lorsque j'ai enfin frappé à la porte écaillée de l'appartement 4B. Le complexe résidentiel vieillissant situé au plus profond de la banlieue de Boston offrait la cachette parfaite et sans prétention pour quelqu'un essayant de rester complètement invisible. Je me tenais nerveusement dans le couloir étroit, serrant les dossiers médicaux volés contre ma poitrine tout en écoutant le son de multiples verrous lourds qui s'ouvraient un par un. La porte en bois s'est ouverte juste assez pour révéler ma mère biologique, Hélène, regardant à travers l'étroite fente avec une expression intensément gardée. Elle ne s'est pas précipitée pour m'embrasser avec des larmes de joie ou offrir une chaleur maternelle immédiate après une décennie de séparation forcée. Sa posture est restée complètement rigide tandis qu'elle gardait son pied fermement planté contre la plainte pour m'empêcher de forcer mon chemin à l'intérieur de l'appartement. Elle a examiné mon visage épuisé avec des yeux calculateurs avant de lever son bras gauche pour exposer la peau pâle près de son poignet. Si tu es vraiment Valérie, alors dis-moi exactement comment j'ai eu cette cicatrice spécifique sur mon poignet, a exigé Aileen d'une voix remarquablement stable. J'ai regardé la marque de brûlure dentelée familière avant de raconter rapidement les détails exacts de l'accident d'incendie de graisse de cuisine qui s'est produit juste après mon 7e anniversaire. Entendre ce souvenir d'enfance hautement spécifique a brisé visiblement ses murs défensifs. Instantanément. Elle a immédiatement décroché la lourde chaîne de sécurité en métal avant de m'attraper l'épaule, pour me tirer rapidement à l'intérieur du salon faiblement éclairé pour éviter les regards indiscrets dans le couloir. Aileen a verrouillé la porte en sécurité derrière nous avant de marcher tout droit vers un coffre-fort mural dissimulé caché derrière un tableau de paysage encadré sans particularité. Ses doigts ont fait tourner le cadran de combinaison avec une précision acquise pour récupérer une pile épaisse de documents juridiques jaunis détaillant son passé dévastateur. Elle a étalé les papiers vieillis sur le comptoir de la cuisine pour révéler exactement les mêmes tactique d'évaluation psychiatrique frauduleuse que Richard avait utilisée pour le bannir de notre maison il y a 10 ans.
Mon père avait présenté avec succès ses dossiers médicaux fabriqués à un juge corrompu du tribunal de la famille pour lui retirer complètement ses droits de garde parentale sans lui accorder la moindre opportunité de défendre sa santé mentale. Nous avons placé les documents d'établissement nouvellement acquis à côté de ces transcriptions judiciaires historiques pour comparer méticuleusement les schémas opérationnels qui se chevauchaient et orchestraient notre misère partagée. Aileen a attrapé un stylo rouge pour tracer la piste d'argent complexe documentant des retraits massifs provenant directement de mon fonds en fiducie d'héritage protégé. Nous avons suivi ces fonds volés systématiquement détournés par le biais d'un réseau sophistiqué de sociétés écrans obscurs enregistrés officiellement sous le nom de Brenda. Cette piste de papier indéniable a établi définitivement une opération de fraude financière massive, conçue pour vider systématiquement ma future richesse tout en me gardant enfermé de façon permanente à l'intérieur d'une cage psychiatrique isolée. Nous ne pouvons pas signaler cela à la police locale parce qu'il détient toujours ta curatelle légale. Nous devons donc porter ces dossiers directement aux autorités fédérales, a déclaré fermement Aileen tout en rassemblant les papiers éparpillés. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger une stratégie d'infiltration inversée hautement dangereuse, m'exigeant de retourner volontairement dans le piège même que je venais d'échapper. J'avais besoin de simuler de manière convaincante un retour traumatisé à la maison de l'Ohio pour brancher physiquement un lecteur de stockage sur l'ordinateur principal du bureau de Richard afin de télécharger les grands livres définitifs d'évasion fiscale. Aileen a contacté simultanément son avocat de confiance pour commencer à préparer un pourboire anonyme pour la ligne d'assistance téléphonique de l'Internal Revenue Service afin de s'assurer que les agents fédéraux attendraient pour frapper au moment où je sécuriserais les preuves numériques. La réalité terrifiante de retourner chez mes ravisseurs pesait lourdement sur mon esprit. Mais assurer ma liberté permanente nécessitait de capturer les preuves indéniables cachées à l'intérieur de ma maison d'enfance. À exactement 6 heures du soir le 4e jour, la sonnette familière de ma maison de Columbus a sonné 2 fois en succession rapide. Je me tenais sur le porche avant en portant des vêtements délibérément ruinés couverts d'épaisses couches de boue séchée pour vendre parfaitement mon histoire fabriquée. Richard a ouvert la lourde porte en bois pour me trouver tremblant violemment tandis que je mentais à travers mes dents à propos d'une évasion aveugle de cette installation isolée du Michigan. J'ai affirmé qu'un traumatisme psychologique sévère avait complètement effacé ma mémoire concernant quoi que ce soit de spécifique se produisant au plus profond de ces bois isolés. Mon père, ainsi que Brenda, ont immédiatement masqué leur pure panique derrière une façade nauséabonde de soulagement parental écrasant. Ils se sont précipités en avant pour serrer étroitement mes épaules sales avant de me guider doucement en haut du grand escalier vers ma chambre d'enfance. Mes 2 prétendus tuteurs m'ont répété à plusieurs reprises de rester en sécurité à l'intérieur d'eux la maison tout en prétendant qu'ils étaient simplement préoccupés par la protection de ma santé mentale fragile. Mon beau-frère Derek est lentement descendu les escaliers recouverts de moquettes avec un sourire vicieux affiché sur son visage tout en regardant toute cette réunion pathétique se dérouler. Il possédait une nature profondément cruelle qui percevait immédiatement les fissures cachées au sein de ma performance d'amnésie soigneusement construite. Derek a croisé les bras fermement contre sa poitrine pour bloquer activement mon chemin tout en regardant mes mains tachées de saleté avec une suspicion évidente. Il s'est positionné délibérément comme une couche supplémentaire de sécurité suffocante en arpentant constamment la longueur du couloir du 2e étage pour surveiller mes mouvements. Eh bien, le petit oiseau perdu est de retour. Je ne pensais pas que tu serais assez intelligente pour retrouver ton chemin à la maison, Valérie. A nargué Derek assez fort pour que tout le monde présent puisse entendre. Papa. Ne t'inquiète pas. Ma tête me fait juste tellement mal. Je ne me souviens plus du tout de ce que ce médecin a dit. Je veux juste dormir. Ai-je chuchoté faiblement en évitant le regard perçant de mon beau-frère. Richard a rapidement éloigné Derek avant de sécuriser la porte de ma chambre de l'extérieur sous le prétexte trompeur de me fournir un repos complètement ininterrompu.
Je suis resté totalement immobile sur le bord de mon matelas pendant 8 heures angoissantes, écoutant les lourds pas résonnant juste à côté de ma chambre. Toute la maison a finalement sombré dans un silence absolu exactement à 2 heures du matin lorsque la dernière lumière de sécurité du couloir s'est éteinte. J'ai délicatement crocheté la serrure simple fixant ma porte en utilisant une épingle à cheveux, pliée avant de ramper silencieusement le long du couloir sombre vers le bureau privé à domicile de Richard. La lourde porte en chêne a pivoté vers l'intérieur avec un grincement faible qui semblait incroyablement fort à l'intérieur de la structure résidentielle parfaitement silencieuse. Je me suis glissé à l'intérieur de l'espace sombre avant de tomber sur mes genoux pour démarrer rapidement le serveur informatique massif, bourdonnant doucement sous le grand bureau en acajou. Mes doigts tremblants ont inséré rapidement le dispositif de stockage portable dans le port correct, tout en tapant le mot de passe administrateur qu'Aileen avait mémorisé de nombreuses années auparavant. Le moniteur lumineux a illuminé instantanément la pièce sombre, révélant les dossiers profondément cachés contenant des décennies de dossiers fiscaux frauduleux aux côtés de mes registres de fonds de fiducie volés. J'ai initié le transfert de données massifs tout en fixant anxieusement la barre de progression verte, qui rampait d'une manière incroyablement lente à l'écran numérique illuminé. Chaque plancher s'installant à l'intérieur de la maison tentaculaire menaçait d'exposer toute mon opération secrète juste avant d'atteindre la ligne d'arrivée ultime. L'ordinateur a émis un carillon doux à la seconde exacte où le téléchargement s'est terminé, m'incitant à télécharger immédiatement ces fichiers cryptés identiques directement sur le serveur cloud sécurisé de Chloé. L'établissement de cette sauvegarde numérique secondaire garantissait que les autorités fédérales recevraient toujours les preuves financières accablantes, même si Derek réussissait à me surprendre en train de me faufiler à nouveau à l'étage. J'ai retiré le lecteur physique de la machine avant d'effacer méticuleusement mon empreinte numérique pour me préparer à la confrontation explosive prévue pour la nuit suivante. À exactement 8 heures vendredi soir, juste avant mon 18e anniversaire, l'atmosphère de la salle à manger est devenue insupportablement suffocante. Mon père, Richard, a claqué un épais document de procuration médicale volontaire avec assez de force pour faire cliqueter l'argenterie sur la table à manger en verre. Il a invoqué mon état psychologique prétendument instable suite à ma récente disparition comme justification principale de cette mesure juridique extrême. Il a exigé agressivement ma signature immédiate sur la ligne pointillée pour s'assurer qu'il conservait le contrôle juridique permanent sur mon énorme fonds en fiducie indéfiniment. Ma belle-mère, Brenda, s'est positionnée stratégiquement pour bloquer complètement la sortie de la salle à manger principale menant vers le couloir d'avant. Mon beau-frère Derek a croisé simultanément ses bras tout en s'appuyant lourdement contre le cadre de la fenêtre arrière pour fermer la seule autre voie d'évasion potentielle. Leurs placements physiques coordonnés ont créé un mouvement de tensinage inéluctable conçu spécifiquement pour éliminer toute retraite physique possible de l'espace clos tout en maximisant leur tactique d'intimidation contre une adolescente isolée. Signe ici, Valérie. Tu ne penses pas clairement. Ton père ainsi que Brenda veulent seulement ce qui est le mieux pour ta sécurité, a commandé Richard d'un ton dangereusement bas tout en poussant un stylo argenté vers mes doigts tremblants. J'ai fixé directement ses yeux calculateurs avant de pousser vigoureusement la paperasse médicale frauduleuse à travers la surface en verre lisse loin de ma portée. J'ai complètement abandonné le numéro pathétique de victime traumatisée que j'avais exécuté méticuleusement pendant les 48 heures précédentes sous leur surveillance constante. J'ai plongé ma main dans la poche de ma veste lourde pour récupérer l'épaisse pile de déclarations fiscales noires aux côtés des dossiers de blanchiment d'argent indéniables que Chloé avait organisés avec succès dans un portefeuille accablant. J'ai jeté toute la pile de preuves financières hautement confidentielles directement au centre de la table où elle s'est éparpillée sauvagement à travers la surface en verre réfléchissant. Le son satisfaisant de ces lourds papiers frappant la table a complètement brisé la fausse réalité qu'ils avaient construite autour de toute mon existence. C'est ce qui est le mieux, détourner 2 millions de dollars dans les sociétés écrans de Brenda. Ces documents sont assis sur le bureau du FBI depuis 30 minutes.
ai-je déclaré avec une certitude absolue et inébranlable en regardant leurs expressions suffosantes. Se dissoudre dans l'horreur pure. La couleur s'est complètement drainée du visage de Richard à la seconde exacte où ses yeux ont reconnu les registres financiers hautement classifiés qu'il croyait être stockés en sécurité à l'intérieur de son serveur crypté. Il a éclaté dans une fureur aveugle absolue tout en donnant un coup de pied violent à sa chaise en bois lourde en arrière sur le plancher en bois franc avec un fracas assourdissant. Il a bondi à travers la large table avec une vitesse terrifiante, ayant l'intention de me retenir physiquement tout en essayant simultanément de saisir les papiers éparpillés pour détruire la preuve physique. Je suis tombé en arrière, évitant de justesse ses mains agrippantes. Alors que la dure réalité de son incarcération imminente brisait enfin sa façade d'entreprise soigneusement composée. Brenda a poussé un cri perçant tout en bondissant vers l'avant de l'embrasure de la porte pour l'aider à rassembler les documents volants avant que quiconque d'autre ne puisse témoigner de leurs crimes monumentaux. Des feux de police rouges et bleus aveuglants ont soudainement clignoté violemment à travers les rideaux transparents de la salle à manger, illuminant la confrontation physique chaotique se déroulant à l'intérieur de la maison. Un fracas assourdissant a résonné à travers tout le premier étage alors que des béliers tactiques lourds ont complètement démoli la porte d'entrée verrouillée de ses gonds renforcés. Des dizaines d'agents fédéraux lourdement armés aux côtés d'agents de police locaux ont envahi la résidence suite au pourboire anonyme précis fourni plus tôt par le conseiller juridique d'Aileen. Les agents armés ont immédiatement essaimé la zone de la salle à manger pour épingler agressivement Richard sur le verre brisé avant que ses mains ne puissent atteindre ma gorge. Des officiers supplémentaires ont sécurisé de force Brenda contre le mur tout en enclenchant de lourdes menottes en métal autour de ses poignets en lutte pour neutraliser ses mouvements erratiques. Derek s'est simplement figé dans une terreur absolue près de la fenêtre, regardant toute son existence privilégiée s'évaporer en quelques secondes sans lever un seul doigt pour aider ses parents criminels. Le règne oppressant de ma famille corrompue s'est officiellement effondré là-bas. Exactement comme ma mère biologique l'avait soigneusement planifié à mes côtés. Le premier lundi du mois suivant. Le lourd maillet en bois a frappé le bloc du juge de manière décisive à l'intérieur de la salle d'audience fédérale bondée. Le procureur fédéral chevronné a présenté méticuleusement les preuves d'audit indéniables extraites directement du serveur cloud sécurisé que j'avais infiltré avec succès lors de mon retour terrifiant à la maison. Ces documents financiers hautement classifiés prouvaient clairement une évasion fiscale massive à long terme ainsi qu'un abus de curatelle grave orchestré entièrement par Richard avec Brenda sur plusieurs années. Mon père corrompu ainsi que ma belle-mère malveillante sont restés assis complètement figés à la table de la défense parce qu'ils ne pouvaient offrir aucune défense valable contre la preuve numérique écrasante empilée contre eux. Le juge fédéral a condamné officiellement les deux individus à une peine de prison fédérale immédiate sans aucune possibilité de libération conditionnelle anticipée tout en ordonnant simultanément le gel absolu ainsi que la saisie complète de toutes leurs sociétés écrans affiliées. Derek a fait face à une enquête criminelle rigoureuse concernant sa complicité explicite dans la dissimulation d'informations cruciales tout en facilitant activement mon emprisonnement forcé à l'intérieur de cette cabane isolée du Michigan. Les conséquences juridiques qui en ont résulté ont verrouillé de façon permanente ses comptes bancaires personnels avant que des maréchaux fédéraux ne l'expulsent physiquement de la propriété de l'Ohio nouvellement saisi, le laissant avec absolument rien. J'ai récupéré avec succès le contrôle juridique absolu sur mon fonds de fiducie légitime tout en marchant fièrement hors de ce tribunal imposant aux côtés de ma mère biologique. J'ai complètement rompu tous les liens biologiques avec cette famille incroyablement toxique pour enfin commencer ma vie indépendante libre de leur manipulation suffocante ainsi que de leur cupidité sans fin. Mon passé traumatisé ne dicte plus mon avenir maintenant que la vérité absolue a été établie légalement. Je me tenais sur les larges marches en béton à l'extérieur du bâtiment fédéral, prenant ma première bouffée authentique de liberté en 17 ans. Le lourd fardeau de la suspicion constante couplée à l'exploitation financière a complètement disparu.
À la seconde exacte où ses menottes en métal se sont verrouillées autour des poignets de Richard. Aileen a placé une main réconfortante sur mon épaule pour confirmer silencieusement que notre pari dangereux avait finalement payé à la perfection. Nous avons marché vers notre voiture garée pour retourner à Boston, laissant les restes brisés de ma vie antérieure fermement derrière nous dans le rétroviseur. Gentle Drama Stories présente officiellement ce récit strictement à des fins éducatives pour souligner la nécessité absolue d'établir des limites personnelles fermes. Nous visons à démontrer comment les victimes peuvent gérer avec succès de graves crises familiales, en utilisant une logique pure aux côtés d'une action juridique définitive au lieu de céder à la manipulation émotionnelle. Le protagoniste a fait preuve d'une remarquable résilience en rompant de manière décisive tous les liens biologiques avec ses agresseurs toxiques pour garantir sa sécurité permanente. Elle a utilisé des preuves financières indéniables pour démanteler complètement leur système de contrôle manipulateur. Les méchants ont finalement subi les conséquences inévitables découlant directement de leurs propres décisions avides aux côtés de trahisons malveillantes. Voici les leçons les plus critiques que vous devez retenir de cette expérience exténuante. La sécurité n'existe pas automatiquement simplement parce que des personnes partagent votre lignée sanguine. Ainsi, s'éloigner des membres de la famille toxique reste totalement justifié lorsque votre bien-être fondamental est constamment menacé. Vous devez absolument refuser de signer des documents juridiques contraignants jusqu'à ce que vous compreniez pleinement les conséquences ultimes. Car les agresseurs manipulateurs exploiteront toujours vos moments vulnérables. La représaille la plus efficace contre les prédateurs financiers n'est jamais la violence physique, mais le maintien d'une clarté mentale absolue tout en utilisant les autorités juridiques appropriées pour protéger vos droits légitimes. Mettre en œuvre ces limites fermes est l'expression ultime du respect de soi aux côtés de la force personnelle. Nous remercions sincèrement nos incroyables auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la toute fin de ce voyage incroyablement tumultueux. Subir la trahison de ses propres parents est toujours dévastateur. Mais votre réponse juridique décisive dicte votre avenir. Comment auriez-vous géré cette situation terrifiante si vous aviez été à sa place exacte? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous avant de vous abonner à notre chaîne aujourd'hui.